Yohann Usaï nous fait signe, il est à Matignon avec Bamba Gaye. Yohann, vous avez des informations à nous donner? Allez-y. Oui, absolument, Laurence, pour vous confirmer que Rachida Dati a bien accepté d'entrer au gouvernement. Rachida Dati qui vient d'affirmer il y a quelques secondes à ses collaborateurs les plus proches que différentes propositions lui ont été faites depuis plusieurs jours, qu'elle a fini par en accepter une et que tout cela devrait être annoncé avant 18h30. Voilà ce que dit Rachida Dati, qui dit qu'elle souhaite également garder la confiance des Républicains et qu'elle a l'assurance que l'enjeu de la mairie de Paris sera pour elle le prochain défi. Elle a donc dealé avec Emmanuel Macron le fait d'être la candidate de Renaissance en 2026, mais aussi, si elle le peut, la candidate des Républicains. Voilà l'objectif pour Rachida Dati, mais qui vient d'annoncer, donc avant même l'annonce officielle par Alexis Kohler, qu'elle fait bien son entrée au gouvernement. C'est officiel, c'est une information CNews. Rachida Dati entre donc au gouvernement. Les choses sont désormais faites pour elle. Merci beaucoup Yohann Usaï, Bamba Gaye, pour cette information extrêmement importante. Eugénie Bastier, peut-être un mot sur Rachida Dati, cette entrée confirmée au gouvernement de Gabriel Attal. Oui, c'est intéressant parce qu'elle dit qu'elle a eu plusieurs propositions, mais qu'elle a accepté la culture. Ça veut dire aussi, parce que la culture, c'est aussi en lien avec Paris, évidemment. Paris, c'est la capitale de la culture, donc il y a un lien entre le ministère de la Culture et le côté capitale parisienne, et peut-être aussi parce que c'est un ministère qui est peu clivant, en tout cas entre la droite macroniste et la droite et les macronistes. C'est pas comme si elle avait pris un ministère plus clivant. Avec Rima Abdul Malak, c'était très clivant. Oui, mais parce qu'elle avait choisi de mettre des clivages, notamment. Moi, je trouve que le ministère de la Culture est très politique. Mais c'est également clivant que les enjeux sécuritaires ou d'immigration ou de défense ou des enjeux où effectivement. C'est très politique, la culture. C'est politique, mais je pense tout de même qu'il est facile d'être un ministre de droite de la culture sans déplaire aux macronistes. En tout cas, je pense que c'est moins clivant que d'autres choses peut-être qu'on lui a proposé. Rachida Dati, et on note l'élégance d'un tweet d'Emmanuel Grégoire, qui est le premier adjoint de la mairie de Paris, de Anne Hidalgo, qui dit: avant, un ministre mis en examen devait démissionner. Maintenant, une mise en examen pour corruption peut être nommée ministre. Rachida Dati, mise en examen depuis juillet 2021 pour corruption. Quelle inspiration pour le monde de la culture. On salue vraiment l'élégance d'Emmanuel Grégoire. D'autant plus qu'une mise en examen, décidément, ne vaut pas condamner. Non, mais si elle a été condamnée, ce serait un autre sujet. Oui, mais c'est Emmanuel Macron lui-même qui avait. Non, mais je sais bien, mais moi j'étais le premier, mais je vais essayer d'être cohérent avec moi-même. Il a dit qu'il faisait une exception. Moi je trouve que c'est une ineptie de dire qu'un ministre mis en examen doit démissionner. Et mon raisonnement s'applique pour tout le monde. Et donc je vois pas forcément ça d'un mauvais œil. Oui, mais après, Emmanuel Macron, ces derniers mois, a toujours montré tout de même qu'il ne souhaitait pas condamner avant qu'il y ait condamnation. C'est-à-dire qu'il a soutenu, à commencer par Éric Dupond-Moretti, notamment, et d'ailleurs on évoquait le nom d'Olivier Dussopt ces derniers jours pour savoir s'il allait rester ou non. On nous expliquait que peu importe les décisions, elles ne seraient pas prises en fonction des affaires courantes, tout simplement parce qu'on attend une décision de justice le concernant la semaine prochaine. Emmanuel Macron, sur cette question, même si au tout début, avant son arrivée à l'Élysée, il souhaitait que lorsqu'un ministre était mis en examen, ce dernier démissionne. Depuis, il a changé d'avis sur cette question-là. Et tant que la décision de justice n'est pas tombée, il souhaite qu'il reste en poste. Jean-Yves Camus, votre avis? Ça a le mérite de déjà clarifier un petit peu le paysage politique parisien. Je pense qu'à droite, il y a un certain nombre de femmes et d'hommes qui, finalement, sont aussi assez heureux que cet éclaircissement ait lieu. Rachida Dati n'a jamais fait unanimité parmi ses amis politiques, donc désormais la chose est claire. Moi je reste persuadé que sociologiquement, cette majorité qui se dessine ne l'emportera que difficilement. D'accord. À noter, Jean-Sébastien Ferjou, que lors d'une récente interview à Paris Match, Rachida Dati disait est-ce que la question qu'on lui posait, faut-il un gouvernement d'union nationale pour résoudre les problèmes de la France, elle disait l'état du pays et l'absence de majorité au Parlement nous imposent de prendre nos responsabilités. Cela ne pourra pas se faire à coup de débauchage. Il faut pour l'avenir de la France des accords politiques sur des réformes majeures et structurantes. Est-ce qu'il y a peut-être à la clé des réformes majeures et structurantes qui ont été évoquées avant son entrée au gouvernement? Entièrement d'accord avec ce que disait
Rachida Dati, à savoir les débauchages individuels, ce n'est pas de la politique. Il y a une grande différence, enfin, c'en est de facto depuis le macronisme. Il y a une grande différence entre un accord politique entre François Bayrou et Emmanuel Macron. François Bayrou apporte le MoDem et Emmanuel Macron lui permet d'emporter la présidentielle. Le MoDem a une légitimité à peser. Des débauchages individuels comme Édouard Philippe, comme Bruno Le Maire, comme Gérald Darmanin, quel effet est-ce que cela a produit, si ce n'est introduire de la confusion? La démocratie, c'est le clivage. C'est une règle basique. La démocratie, c'est le clivage. Donc, non, mais quand vous multipliez les débauchages individuels, le débauchage d'une personnalité, ça peut passer. Mais de quoi avons-nous besoin? À partir du moment où il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, que peut-il y avoir d'autre qu'une coalition? Une coalition, c'est un accord de gouvernement. C'est pas par une espèce de côté mimétique de dire « Ah, regardez, si Rachida Dati ou Bidulette ou machin parle un peu une langue de droite, eh ben les députés de droite vont voter. » Non, ça ne s'est jamais produit comme ça. Ça ne se produira pas comme ça. Et en plus, moi, je n'oublie pas quand même qu'il y a un certain nombre de députés qu'il y a quand même une aile gauche de la majorité. Peut-être ont-ils déplu à Emmanuel Macron en montrant leurs états d'âme, et pour le coup, moi je suis assez d'accord avec ce qu'on disait Jean-Pierre Chevènement, un ministre ça démissionne ou ça ferme sa gueule. Enfin, ça n'empêche pas que les députés qui ont une sensibilité un peu plus de gauche, ils sont là, et donc il va falloir faire vivre tout ça. Et juste dernier mot, c'est quand même une jolie claque pour Rima Abdul Malak, parce que de la même manière que nommer Gabriel Attal après Pape Ndiaye, et en plus avec la ligne qu'avait adoptée Pape Ndiaye, c'était quand même un démenti absolu de tout ce qu'incarnait Pape Ndiaye. Nommer Rachida Dati après Rima Abdul Malak, ce n'est pas juste lui substituer. Oui, mais alors, ça en dit long sur le fait que ces débauchages individuels, ce n'est pas de la politique, parce que, je vais vous dire, ça va faire un gouvernement féodal. Éric Nolot. Désaccord sur toute la ligne. D'abord, c'est cohérent de mettre Rachida Dati après Rima Abdul Malak, parce que justement, ça remet les choses un peu en perspective. La ligne, c'est maintenant Gabriel Attal à l'Éducation nationale. C'est cette ligne-là. Non, mais d'accord, premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce qui empêche, pour l'instant, une coalition ou une union entre les Républicains et Emmanuel Macron? Il y a une seule chose qui l'empêche, c'est la question de la boutique. Sinon, il n'y a rien qui les empêche idéologiquement de s'unir. Donc, Rachida Dati a décidé de passer outre ces questions. Mais non, mais a décidé de passer outre ces questions de boutique. On ne va pas attendre 107 ans que pour des raisons de garder quelques sièges par-ci, par-là, ces gens se regardent en chien de faïence. Alors, non. On l'a vu sur la loi immigration, la vision, par exemple, des Républicains sur l'immigration. Ce ne sont pas des postures, c'est une cohérence. On n'est pas obligé de la partager. Dire, nous ne changeons rien sur l'immigration si nous ne réformons pas la Constitution. Je termine mon propos. Et la hiérarchie des normes, ça n'est pas la vision d'Emmanuel Macron. Il y a beaucoup plus de choses qui les rapprochent que de choses qui les séparent. Je dis, et je pense que ce n'est pas possible de dire le contraire, qu'il n'y a rien qui s'oppose fondamentalement à une union entre les Républicains, le gros des Républicains en tout cas, et le macronisme. Que ne la négocie-t-il pas? Parce que la boutique l'empêche. Et Rachida Dati a décidé de passer outre ces questions de boutique. Jean-Yves Camus. Moi, je ne suis pas d'accord non plus sur les distinctions idéologiques. Parce que précisément, si cette union est possible, c'est parce que rien n'empêche deux formations qui n'ont plus de colonne vertébrale de s'unir. Ça, c'est un autre argument, en effet. Ah bah oui. Je veux dire, moi, je reste indécrotablement persuadé que l'idéologie continue à mobiliser, que l'idéologie distingue, qu'un projet pour une nation qu'on estime être une grande nation repose tout de même sur des choix fondamentaux et pas uniquement sur le fait de dire on est compatible parce qu'on s'accorde sur un espèce de centre mou de valeurs consensuelles. Donc effectivement, si jamais on estime qu'on est passé à l'ère de la communication politique et que l'idéologie est à passer aux oubliettes, on peut envisager ça. Mais à un moment donné, je pense que l'idéologie va revenir. Je suis d'accord avec vous. Alors, Eugénie Bastier du Figaro. Non, mais si on regarde la promesse initiale du macronisme, qui était celle d'un en même temps, on voit qu'elle est quand même en train de s'effriter, puisque là, quels ministres de gauche vont rester vraiment de gauche dans le gouvernement? Si Clément Beaune s'en va, si Rima Abdul Malak s'en va, qui sont remplacés par des gens plus à droite, effectivement, le en même temps, ça va plutôt être en même temps Emmanuel Macron et son propre gouvernement, en réalité, lui-même incarnant peut-être la dernière dimension peut-être progressiste à l'intérieur du gouvernement. Alors évidemment, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est qui va remplacer la ministre de la Santé si elle est sur le départ, parce qu'il y a quand même la loi sur l'euthanasie et sur la fin de vie qui arrive, et que la ministre était plutôt favorable à l'euthanasie. Est-ce que le choix qui va la succéder sera sur la même ligne? C'est aussi un sujet à regarder, parce que c'est un marqueur progressiste pour Emmanuel Macron, un marqueur de gauche, entre guillemets, que cette loi sur la fin de vie.
Alors, il est pratiquement 18h30, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Si vous nous rejoignez à l'instant, chers amis auditeurs et téléspectateurs, on est dans l'attente de la formation du premier gouvernement de Gabriel Attal, avec déjà un certain nombre de certitudes. À l'intérieur, Gérald Darmanin est maintenu, à la justice, Éric Dupond-Moretti est maintenu, à la défense, Sébastien Lecornu est maintenu, Louis Dragnel, qui est-ce que j'oublie? Il y a aussi Bruno Le Maire, à l'économie, il reste dans sa citadelle Amélie de Bercy. Oudéa-Castéra qui hérite d'un grand ministère de l'Éducation nationale, des sports, des Jeux Olympiques, de la jeunesse. Amélie de Montchalin qui devrait hériter du Quai d'Orsay. Donc ça, c'est le retour d'une ancienne... battue aux législatives. Qui avait été battue aux législatives, effectivement. Catherine Vautrin qui hérite du ministère du Travail. Prisca Thévenot, porte-parole là du gouvernement. Et donc Rachida Dati. Rachida Dati, évidemment, à la culture. Qui est ministre de la Culture. Et puis on parlait aussi de Sabrina Agresti-Roubache pour un grand ministère de la Ville. Voilà, tout ça est aussi dans l'attente. Combien là dans les noms que vous avez égrenés? Alors j'ai pas encore compté, mais on est au moins on est en dizaine. On est autour d'une dizaine. On est autour d'une dizaine. Voilà, et la question de la personne qui allait succéder à Catherine Colonna au Quai d'Orsay a fait l'objet de très intenses débats, manifestement, entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Et donc, c'est Amélie de Montchalin qui serait, selon vos informations, celle d'Europe 1, confirmée à ce poste. Voilà, on a déjà le gouvernement en réalité. Pourquoi on peut passer à autre chose? Peut-être avec Nolo, tout simplement. Ce que je vous disais, moi, c'est comme cinéphile, j'ai vu des bandes annonces qui disent tout d'un film. Et là, nous avons fait la bande annonce. Le film va nous paraître un peu fade, parce que nous connaissons déjà tous les rôles. Non, mais je suis d'accord avec Eric. Si on devait donner une tonalité au nom qu'on vient de citer et à ce que ça dit, c'est qu'à l'exception de l'arrivée de Rachida Dati, c'est très terne. Objectivement, ce sont soit des visages qu'on a déjà connus, on sait ce que les gens pensent, et puis, par exemple, Amélie de Montchalin, bon, c'est quand même la caricature un peu de la techno, qui donc récupère un ministère énorme, qu'est le Quai d'Orsay, surtout dans un contexte de durcissement des relations internationales, dans un contexte de fracturation de toutes les lignes politiques, même d'alliances historiques que la France avait. Voilà, je trouve que ça envoie... Alors, Emmanuel Macron vendait un gouvernement resserré, le retour à l'ADN macroniste. On peut aussi voir ça d'une autre manière, c'est un rétrécissement. Vous récupérez des anciens collaborateurs qui sont devenus ministres que les gens ne connaissent pas forcément très bien. Vous installez là. Je suis pas sûr que ça envoie un signal très positif. Et je trouve que la couleur de ce gouvernement risque d'atténuer l'effet de l'arrivée de Gabriel Attal. Voilà, qui a suscité de l'étonnement, et il y a beaucoup de gens qui au moins ont envie de voir ce que va donner Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre qui arrive à 34 ans à la tête de Matignon. Jean-Yves Camus, votre avis? Mon avis, c'est que tout cela ne laisse pas présager des postures d'hommes d'État, d'hommes et de femmes d'État. Tout simplement. Pour aucun des noms que l'on vient citer? Là aussi, je suis peut-être passéiste et nostalgique de l'époque où on avait encore des gens qui, sans être octogénaires, avaient une épaisseur, un parcours, une carrière. Après tout, Jacques Chaban-Delmas n'est pas arrivé si vieux au perchoir de l'Assemblée nationale qu'il avait tout de même déjà et une carrière ministérielle et un parcours de résistance qui montrait que, oui, c'était autre chose. Bon. Il avait vécu des choses. Ouais. Éric Nolot. Oui, mais là sur le temps long, c'est vrai que la politique est de moins en moins attractive. Qui veut encore faire ce métier pour prendre des coups toute la journée, pour avoir des carrières comme ça un peu étranges? C'est vrai que quand on voit même l'ancien casting des élections présidentielles, ça laisse rêveur. Vous voyez débattre Mitterrand, Marchais, Chirac, Giscard, etc. Bon, donc effectivement, ça reflète quand même une situation beaucoup plus générale qui n'est pas forcément imputable à ce gouvernement. C'est un mouvement. Je ne dis pas que c'est imputable à ce gouvernement. Dernières années, moi je trouve. Mais est-ce qu'il ne va pas y avoir à un moment donné un réveil des Français qui vont se dire mais quand même la politique mérite autre chose? Ah, c'est sûr. Après, c'est aussi les dernières secousses peut-être du séisme de 2017, lorsqu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir et que le paysage politique à l'Assemblée nationale notamment a été profondément bouleversé. Et depuis, l'un des défauts d'Emmanuel Macron, c'est le banc de touche. Et on s'en rend compte quasiment à chaque gouvernement. Où tout à l'heure on parlait par exemple, et effectivement la phrase est malheureuse, d'un gouvernement qui cherche des femmes.
pour pouvoir entrer justement au sein de ce dernier. Il faut la parité. Parce qu'il faut la parité, mais aussi parce que malheureusement, on manque de figures comme cela, importantes, à l'hémicycle. Vous avez raison, mais tout ça, ça a une cause. C'est-à-dire que il y a aussi d'immenses paradoxes entre ce que veulent les Français, leurs choix électoraux, leurs aspirations et ensuite leurs déceptions. Je suis pas là en train de dire que les gens votent mal. Je dirais jamais ça. Parce que je le pense pas en plus. Je pense pas. Mais quand on voit tout le mal qu'a fait le mythe de la transparence de la vie publique, tout le mal qu'a fait la fin de ce qu'on appelle le cumul des mandats, et après, il faut pas s'étonner de n'avoir que des super assistants parlementaires qui ensuite prennent la suite de leurs députés. Non mais vous savez que la diversité sociale à l'Assemblée nationale était bien plus importante il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est la surhomogénéité des profils. Tout parti confondu, vous avez... À la France Insoumise, un tout petit peu moins, honnêtement. Très bien, et au Rassemblement National. Et au Rassemblement National. Et encore, ça a tendance quand même à se normaliser, à s'homogénéiser. Moins dans cette législature que dans la législature précédente. Ah bah là, il y en a beaucoup qui ont eu un passif on a les hommes politiques qui sont le fruit d'une époque. Vous savez, on disait que Jacques Chirac était le dernier président de la République à avoir connu la Seconde Guerre mondiale. Gabriel Attal est le premier Premier ministre à avoir eu un Skyblog. Ça nous vieillit tous, mais... C'est quoi? Vous ne souvenez pas des Skyblog, ça n'existe plus d'ailleurs. C'était des blogs sur Internet où on mettait des photos de soi à l'école, etc. Et l'ancêtre de Facebook. Alors, exactement, l'ancêtre de Facebook, tout à fait. Mais il y a aussi ça n'existe plus d'ailleurs. Il y a aussi autre chose. Un dernier mot, Jean-Sébastien. C'est-à-dire que le pouvoir d'un ministre n'est plus le même que celui qu'il était au-delà de la qualité du personnel politique. C'est aussi parce que ça attire moins les ambitieux, parce que si vous voulez changer le monde, vous avez plus de chances si vous êtes Bernard Arnault ou Elon Musk ou à la tête d'un fonds d'investissement que si vous êtes secrétaire d'État. C'est une évidence absolue. L'Europe, et ça n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est un fait, l'Europe fait qu'il y a moins de pouvoir dans un certain nombre de ministères, puisque ce sont des pouvoirs que nous avons délégués à l'Europe. La mondialisation, le libre-échange, la liberté des mouvements de capitaux, on pourrait citer des tas de choses qui font que, objectivement, les ministres ont moins de pouvoir. Et en plus, l'hypocrisie dans laquelle nous vivons, parce qu'il fallait que ça coûte moins cher, alors ils n'ont même plus de conseillers. Mais je veux dire, si vous êtes secrétaire d'État, vous avez 5 conseillers, un qui organise votre emploi du temps, l'autre qui gère les relations avec la presse, un qui gère les relations avec le Parlement. Concrètement, comment pouvez-vous penser... Non, Laurence, comment pouvez-vous... Non, ce ne sont pas des problèmes de riches parce que c'est au cœur du macronisme. C'est au cœur du macronisme parce que s'il n'y a pas de politique, non, je voudrais aller au bout de la phrase, s'il n'y a pas de politique... Oui, allez-y, Jean-Sébastien. S'il n'y a pas de politique... Faites la grosse voix. S'il n'y a pas de politique, c'est l'administration qui gouverne. Donc si vous n'avez pas des personnalités politiques qui ont un parcours politique, une expérience, une épaisseur, et que vous n'avez pas un cabinet, que les ministres n'ont pas les moyens tout simplement de dominer, de diriger leur administration, eh bien, c'est l'État profond.